Essai. Je m'appelle Armand Kalikian. Je suis chirurgien orthopédiste à Chicago, dans l'Illinois. Je suis professeur de chirurgie orthopédique au Northwestern University Medical Center et j'exerce depuis une quarantaine d'années. Je vais vous parler des fractures du plafond tibial ou des fractures du pilon, quelle que soit l'appellation choisie. Nous utilisons un pilon dans ce pays. Ces fractures sont différentes des simples fractures de la cheville. Il s'agit d'un animal totalement différent et le traitement est totalement différent. Je ne peux pas faire avancer les choses. D'accord, j'ai quelques conflits. Certaines des diapositives sont tirées de livres dont je suis l'auteur ou le co-auteur, et je suis consultant pour certaines sociétés orthopédiques. J'en viens aux fractures de la cheville. Elles sont différentes des fractures classiques de la cheville qui touchent la malléole médiale ou latérale. Il ne s'agit pas de blessures par rotation. Il s'agit plutôt de charge axiale comme un pilier au plafond. Il s'agit d'un terme français, pilon, et c'est un nom. Il s'agit d'un mortier et d'un pilon. Il s'agit de l'astragale, qui est le pilon et qui se coince dans le toit, qui est le tibia distal. Là encore, il s'agit plus d'une charge axiale que d'autre chose. À gauche, vous voyez une simple fracture bimolaire de la cheville, et à droite, une fracture communale du tibia distal. Ce sont toutes deux des fractures de la cheville, mais elles sont totalement différentes, comme le jour et la nuit. Il ne s'agit pas d'une fracture de la cheville. En général, dans ce pays du moins, parce qu'il s'agit de traumatismes à haute énergie et à grande vitesse causés par les véhicules à moteur et les chutes, plutôt que de traumatismes rotatoires causés par le sport, et traités temporairement par un fixateur externe. Si l'on examine les études sur les résultats de différentes maladies, de l'asthme aux fractures pelviennes, en passant par les lésions de la moelle épinière, on constate que les fractures de la ligne P ont un effet assez dévastateur sur la vie d'une personne. C'est presque aussi grave que les lésions de la moelle épinière. C'est plus que les traumatismes multiples, le diabète, les maladies cardiaques ou le sida. Autrefois. Voici l'une des diapositives de mon père. Dans les années 1960, nous mettions des broches dans une jambe, dans le talon et dans le tibia, et nous la mettions dans un plâtre en essayant de l'allonger et de faire face aux conséquences du problème des années plus tard, lorsque la personne avait besoin d'une chirurgie reconstructive, par exemple une fusion ou quelque chose de ce genre. Cela a changé. La classification la plus courante, que je n'aime pas personnellement, est la classification suisse de Rudi et Allgauer. Elle parle de type 1, 2 et 3 en fonction du degré de comminution. Lorsque j'étais en formation, nous ne jurions que par cette classification. C'est la Bible. Et il s'agissait principalement de blessures de ski, de blessures au niveau des chaussures, etc. Il ne s'agissait pas de blessures dévastatrices comme celle du type 3 sur votre droite. On nous a appris, sur la base de l'expérience suisse, qu'il fallait opérer ces fractures immédiatement. Les fractures de droite que vous voyez et qui sont assez courantes, ce serait une grosse erreur de les opérer tout de suite, à moins que vous ne vouliez vous retrouver avec une infection ou une amputation. En effet, le problème des tissus mous est la principale complication de ces blessures. Il ne faut donc pas les opérer tout de suite. On les place dans un fixateur d'envergure, vous les mettez en longueur et j'examine le site. Et vous attendez 2 ou 3 semaines jusqu'à ce que les tissus mous vous permettent de les opérer si vous devez le faire. C'est la classification AO. Elle est un peu plus complexe. Elle se base sur l'emplacement de l'extrémité. 1,4 correspond au tibia, 33 correspond à la distance à laquelle se trouve le tibia distal, 1 correspond à la proximité du genou. Il y a ensuite les fractures extra-articulaires, pour lesquelles on attribue le chiffre 1. Elles n'impliquent pas l'articulation. Elles peuvent être traitées avec une plaque ou un clou. En fonction de la comminution,
La plupart des gens posent une plaque sur les fractures 2 et 3. Les fractures B sont impliquées dans l'articulation. Il peut s'agir du pilier antérieur, du pilier postérieur, de la malléole postérieure, d'une fracture intra-articulaire de la malléole médiale que l'on voit sur le BTU, ou d'une fracture du chaput, qui est le coin latéral antérieur sur le bone. Ces cas sont assez simples et peuvent être opérés immédiatement. Les fractures en C sont celles qui posent problème. Ce sont des fractures simples où il y a de gros morceaux. C'est d'une conne. Plus c'est complexe, plus le nombre augmente, C2. Et lorsqu'elles sont éclatées, en bas à droite, vous pouvez voir un CT3. Ces blessures ont probablement besoin d'un peu de temps pour incuber et se rétablir avant d'être opérées. Voici un exemple de fracture extra-articulaire. Ce serait donc A. Ce n'est pas dans l'articulation. Elle a été traitée temporairement avec des broches, puis remplacée par une série de vis. C'était il y a environ 35 ans. Il aurait pu être planté. Il s'agit d'une blessure à faible énergie et plus rotative. Il y a de gros fragments et une implication minimale des tissus mous car il ne s'agit pas d'un écrasement. Il s'agit donc d'un cas assez simple. Cela ressemble plus à ce que l'on voit après un accident de ski. Voici un exemple de blessure au niveau de l'extrémité supérieure du pied causée par le ski. Vous pouvez voir qu'elle est déplacée. C'est quelque chose que l'on peut traiter avec un fixateur, on peut le traiter avec une tige, on peut le traiter avec une plaque. C'est vraiment le choix du revendeur. Ainsi, même dans les fractures de la ligne P, il y a des différences dans le degré d'implication, que les articulations soient impliquées ou non, qu'il s'agisse de gros ou de petits morceaux. Il s'agit d'une fracture du tibia distal. Four 3C2, assez courante. Vous pouvez voir qu'il y a un fragment articulaire ici. Il est retourné dans la zone centrale. Et voici un scanner. Après réduction. Vos objectifs, ce sont les objectifs du Suisse. Les objectifs. Ils avaient de grandes idées. L'alignement est important, la longueur est importante, la restauration articulaire. Vous voulez un pied qui puisse se poser sur le sol, un pied plat et planigrade. Il faut minimiser le degré de compromission des tissus mous et la nécessité d'une manipulation ouverte. Et s'il y a un gros défaut dans la zone métaphysaire au-dessus de l'articulation, une greffe osseuse. Le problème, encore une fois, c'est que lorsque j'ai été formé, c'était la norme de soins d'opérer ces blessures graves immédiatement. Et le taux de complications dans ce pays, aux États-Unis, atteignait 45 ou 50%. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, c'est pas parce que nous sommes de mauvais chirurgiens. Nous appliquions les principes de la piste de ski aux accidents de voiture, aux chutes et aux traumatismes lourds, ce qui est probablement ce que vous voyez dans votre pays également. Je ne pense pas qu'il y ait de ski dans le monde. Nous avons pris ce qu'ils nous ont appris et nous avons essayé de l'appliquer à notre population. Et les complications étaient un taux d'amputation dévastateur, l'infection. C'est ainsi que, à la fin des années 70, est apparu un traitement retardé pour ces fractures. Ils attendaient jusqu'à 2 ou 3 semaines. Ils les plaçaient dans des cadres externes, laissaient la lésion des tissus mous se résorber, puis procédaient à une intervention chirurgicale ouverte si nécessaire. 2 ou 3 semaines plus tard, lorsque le pied était mûr, pas quand il était gonflé. Il s'agit d'études menées dans les principales institutions en 1999, où le taux d'infection est passé de 50 à 3%, le taux de complication de 55 à 0%, et où la plupart des patients ont attendu 24, 2 ou 3 semaines avant d'être soignés. Ainsi, lorsque vous les traitez, vous voulez réparer le péroné, vous voulez reconstruire l'articulation, vous voulez une greffe osseuse si nécessaire. C'est un exemple de ce cas dans le coin que j'ai fait lorsque j'ai commencé en 1980, et je l'ai planté tout de suite et j'ai fait ceci. En fait, nous disons que traitement suisse n'est pas pour ma génération. Il devrait convenir à la génération de mes parents, à la façon dont nous avons fait les choses. Je continuerai à vous montrer cette image, vous comprendrez pourquoi. Encore une fois, vous voulez aussi regarder le patient. Polytraumatisme. Que se passe-t-il d'autre? Fumer n'est pas bon pour ça. Le tabac n'est pas bon pour ça. Ce type fume 2 paquets de cigarettes et boit beaucoup d'alcool. Ce n'est pas le meilleur patient à opérer. C'est quelque chose que l'on peut contrôler dans une certaine mesure. En conseillant le patient sur le tabac. Voici les taux de complications dont je vous ai parlé. 70%, 50%, 54%. Puis, vous pouvez voir dans la dernière, Ova et Beals, quand ils opèrent des fractures de type 3, ils obtiennent 10% de complications de la plaie,
et 60% d'ostéomyélite. Ce qui est un exemple ci-dessous. Il s'agit du patient que je vous ai montré avec la plaque qui s'est infectée. Il avait un staphylocoque doré résistant à la méticilline. J'ai dû retirer la plaque. 2 ans après le début de sa pratique, il a dû subir un lambeau local et a évité l'amputation. Mais si j'avais attendu 2 ou 3 semaines, je n'aurais jamais eu ce problème. Il n'aurait jamais eu cette jambe dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous utilisons ceci. L'ancienne norme dont je parlais n'est pas l'étalon or. Il faut considérer l'os comme une banane et les tissus mous comme la peau de la banane. Et il faut respecter le tissu. Le tissu est le problème lorsque l'on parle de ces fractures. La plupart des traitements pour les fractures de type C se font d'abord aux urgences. Le jour même, on place le patient dans un fixateur externe, on l'allonge et on retarde l'intervention chirurgicale. On attend 2 ou 3 semaines, on revient et on fait l'opération appropriée. Nous allons donc aborder ce point à ce stade, mais je voulais simplement vous donner l'historique. Voici comment nous l'appelons. Traction itinérante. C'est très simple. Dans n'importe quel pays, vous mettez une broche dans le talon, une broche dans le tibia, et vous les mettez à longueur. Il est inutile de faire un scanner ou une tomographie avant d'avoir réduit l'articulation, car cela ne vous donnera pas de bonnes informations. L'opération ne réduira pas les fragments de l'articulation, mais elle permettra d'aligner la métaphyse et le tibia. Maintenant, en Amérique, il y a eu une musique disco dans les années 60, et elle n'est plus très populaire. Et je ne pense pas que la réduction ouverte immédiate soit populaire. Le disco est mort. Il faut donc procéder à une réduction ouverte précoce. Nous disposons de différents types de plaques que nous pouvons utiliser par voie percutanée. On peut utiliser des plaques verrouillées ou non, en fonction de la qualité de l'os, la fixation externe, comme les cadres circulaires, et Lees Roth, que je vous montrerai comme option pour votre prise en charge définitive. Il s'agit d'une fixation temporaire avec un fixateur. Pour les broches, il y a beaucoup de choses différentes disponibles. Nous pratiquons même parfois l'arthroscopie en fonction de ce que vous avez à votre disposition. La chose la plus importante est la planification préopératoire. Il faut examiner les tissus mous et la fracture. Est-elle trop longue? L'alignement est-il bon? Y a-t-il une impaction articulaire, une déformation, un varus ou un valgus? La déformation en varus ou en valgus vous indiquera où se trouve la comminution. S'il s'agit d'une déformation en varus, vous avez généralement une comminution médiale, une tension latérale, et vous allez mettre une plaque de renfort sur le côté médial. Du côté de la compression, dans le cas d'une blessure en valgus, c'est l'inverse. Vous allez placer votre plaque antérieurement, latéralement du côté de la compression, de sorte que vous fassiez un contrefort du côté de la compression. C'est un principe très important. Voici un exemple, il s'agit d'une déformation en varus, il s'agit d'une compression médiale, et celle-ci a nécessité une plaque antérieure et médiale. Voici un exemple, je suis désolé. Il s'agit d'une compression en varus, il y a donc une tension sur le côté latéral, le péroné est plié, et il y a une compression sur le côté médial. On met donc une plaque de renfort en médial pour allonger le côté de la compression. Inversement, dans le cas d'une lésion en valgus, la tomodensitométrie permet de voir ce qui est en jeu. Vous pouvez voir que vous avez un fragment antérolatéral sur 5 anteriorly. Le péroné est une petite zone, un petit os. Vous avez un fragment impacté sur le numéro 3. Il est retourné. C'est un fragment central. Vous avez la malléole postérieure en numéro 1, puis la tubérosité antérieure. Ou le côté médial en numéro 2. Le numéro 5 est le fragment antérolatéral. Le numéro 4, le fragment médial. Le numéro 1, le fragment postérieur. Et le numéro 3, le fragment impacté. Cela vous donnera une idée de la fenêtre dans laquelle vous ferez vos incisions pour réparer ce fragment. Dans le cas de celui-ci, vous devrez probablement aller vers l'avant pour le fixer, et vous voudrez tout fixer sur le numéro 1, le côté postérieur. Il faut donc avoir un plan avant d'entrer dans la salle d'opération. On ne peut pas conduire une voiture au milieu de nulle part sans savoir où l'on va. Il faut donc avoir un itinéraire. Il existe toutes sortes de choses, différents types de plaques, différentes formes. Nous ne les avons pas dans tous les pays, mais voici les différents éléments disponibles. Fixateur, plaque, etc. Il s'agit de la plaque percutanée qui a été glissée vers le haut. Il n'est pas nécessaire de l'exposer autant. Le contrefort du côté médial peut être réalisé par de petites incisions si vous êtes aligné. Voici des exemples de petits dispositifs que nous avons à notre disposition
et qui nous permettent de poser ces différentes plaques. En bas à droite, vous voyez la plaque antérolatérale. En bas à gauche, vous voyez les plaques médiales. Il s'agit de la fracture commuée ci-dessus, dans le coin supérieur gauche. Je vais maintenant vous montrer quelques cas. Voici un enfant de 13 ans qui jouait au baseball. C'est un sport où l'on court et où l'on glisse, comme quelqu'un qui vient de jouer au football. Il marque un but, il glisse. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une fracture intra-articulaire. Il s'agit d'une lésion de la plaque de croissance, d'une fracture triplane. Ce n'est pas le cas. C'est un pylône, mais c'est une fracture simple pour laquelle il suffit d'utiliser des vis. Et voici la fracture. Sur le scanner, vous pouvez voir les différents fragments, le fragment antérolatéral, le fragment médial, et avec des méthodes de réduction simples, parfois avec quelque chose comme un arthroscope, vous pouvez entrer là-dedans et réduire ceci et le réparer. Il n'est pas nécessaire de tout ouvrir. Cela dépend de ce que vous avez à votre disposition. J'ai pris un arthroscope, j'ai nettoyé la fracture il y a une vingtaine d'années, je l'ai réduite, je l'ai examinée au rayon X, et j'ai posé 2 vis, et c'est tout. Il s'agit d'une blessure simple, sans grande morbidité, qui ne nécessite pas de retard dans la chirurgie. Cette femme est entrée dans mon bureau. Je veux dire qu'elle est entrée dans notre cabinet, pas qu'elle est entrée. Elle avait eu un accident de voiture et présentait une fracture de type 7 ou du tibia distal, assez commutée. Je savais que je devais la mettre dans un cadre, alors je l'ai mise dans un cadre dans la salle d'opération. Nous sommes en 2004. Et tout d'un coup, tout s'est mis à longueur. Et je me suis dit, d'accord, peut-être que je vais juste tourner quelques vis ici. Peut-être que je ne l'opérerai jamais. La voici à 5 ans. Elle a un peu d'arthrite, mais elle est guérie. La voici à 12 ans. Elle a toujours l'air en forme. Peu d'arthrite. Voici son amplitude de mouvement. 20 degrés. La voici, il y a un mois, je l'ai vue pour autre chose. Elle a des genoux valgus. Elle a subi une arthroplastie totale du genou. Sa cheville ne la gêne pas trop. Elle me gêne, mais elle ne la gêne pas. Et vous pouvez voir qu'elle est alignée sur son axe mécanique et qu'elle n'a qu'une douleur minime. J'ai pu m'en sortir sans faire une grosse opération, avec une chirurgie simple. J'ai eu de la chance. Et la voilà qui marche dans mon couloir. C'est un miracle pour moi. Il l'a posée il y a 30 ans et elle n'a pas été remplacée. C'était il y a 30 ans, pas 17. Je suis désolé. Et la voilà qui marche en boitant un peu, mais pas trop. Et elle est heureuse. Et voici sa radiographie de la semaine dernière. La radio n'a pas l'air bien, mais la patiente a l'air bien. Il s'agit d'une fracture très... Je l'ai empruntée à l'un de mes anciens résidents, Jeff Earhart. Fracture assez étendue. Il s'agit d'une fracture différente. C'est une fracture de type C3. C'est la pire que l'on puisse avoir. Il a attendu 2 semaines, puis il l'a ouverte. Vous pouvez voir la surface de l'articulation à l'endroit où se trouve le freer à droite, puis il a réparé tout cela. Et voilà à quoi ça ressemble. La compression était latérale. Il a donc mis en place une plaque latérale antérieure et une plaque de renfort également médiale. Et ça a l'air génial. Les blessures dues à l'énergie élevée, de type 3, ont été mieux décrites par d'autres personnes, Ovateo et Beals, mais ce sont les mauvais acteurs et les mauvais patients. Voici quelques exemples de fractures plus simples. Le patient est tombé dans les escaliers. Cela ressemble à une fracture simple, bimolaire, mais ce n'est pas une bimolaire. Vous pouvez voir une ombre dans le dos. C'est une fracture trimolaire et c'est en fait une fracture de la ligne P postérieure. Lorsque j'étais en formation, nous ne réparions pas le pilier postérieur. Aujourd'hui, nous le fixons presque toujours dans ces fractures de la cheville. Il s'agit d'une variante de la fracture du plafond. La Suisse a publié de très bons articles à ce sujet. Lorsque vous voyez cette double densité sur la flèche de votre radiographie, c'est que quelque chose s'est cassé à l'arrière. Il peut s'agir d'un seul ou de 2 morceaux. Il existe un système de classification. Les types sont assez simples. Un petit morceau à l'arrière. Certaines personnes ne les réparent pas. Type 2, il s'agit de 2 parties distinctes. La fourmi, le ligament tibial postérieur, y est attaché. Il y a un ligament intermédiaire transverse et enfin le type 3, qui est un gros fragment. Lorsque j'étais en formation, la norme était de ne pas toucher plus de 25% de l'articulation. Ce n'est pas vrai parce qu'un ligament s'y attache et qu'il y a une instabilité de l'articulation à long terme. Vous pouvez voir que les types 2 et 3 peuvent être de mauvaises blessures et je considère que ce sont des variantes du pylône postérieur. Comment les aborder? Vous allez vers l'avant? Vous allez vers l'arrière? Pour moi, le meilleur moyen est le décubitus ventral. Nous réduisons d'abord la malléole postérieure, puis nous réduisons le péroné. Vous êtes à l'envers, et si vous devez réduire la partie médiale, vous pouvez la retourner ou la faire de ce côté.
Cette fracture peut être réalisée au cours de la première ou de la deuxième semaine. Il n'est pas nécessaire de les traiter avec un fixateur, mais on peut le faire et attendre. Il faut donc commencer par fixer la malléole postérieure. Car si vous ne le faites pas, si vous fixez d'abord les millénaires latéraux, vous ne verrez rien. La tomodensitométrie est très utile dans ce cas. Il vous donne un plan pour savoir où aller. Et cet os est attaché au ligament tibial postérieur, qui représente probablement 42% de la stabilité syndesmotique. Nous y voilà, nous mettons 2 petites vis dans le péroné, pas de plaque, pour le maintenir. Nous avons posé la plaque postérieure après l'avoir réduite, et nous l'avons réduite. Extra-articulaire, il a été démontré que ce ligament représente 42% de la force de la syndesmose, et il n'a pas nécessairement besoin d'une fixation syndesmatique, comme avec une vis à travers la fibre du tibia. Voici un exemple d'approche latérale postérieure. Nous allons nous prenons une décision juste au niveau de la partie distale, au niveau du péroné. L'intervalle se situe entre le péroné long et le tendon du flexor hallucis longus que l'on voit ici. D'accord. Et là, je suis sur le tibia distal. Je place un écarteur sous le muscle fléchisseur. Je le déplace avec le faisceau neurovasculaire vers le milieu. Et voici ma fixation. Je l'ai encore souligné par la suite. J'ai dû utiliser une suture syndesmonique. Certaines personnes utilisent une vis. Et j'ai utilisé une plaque de pont sur le péroné. Autre cas, même chose. Posterior malfracture. Il s'agit d'un type 1 avec une fracture commuée de la malléole médiale. Nous avons d'abord posé la plaque à l'arrière, puis nous l'avons posée latéralement. Le patient est en décubitus dorsal. Cela ressemble à une cheville droite, mais elle est à l'envers, car le patient est en décubitus dorsal. Nous fixons ensuite la malléole médiale à l'aide de ce traîneau sophistiqué. Et le patient s'en est très bien sorti. C'est la cheville gauche maintenant, le patient n'est plus à l'envers et vous pouvez voir que l'amplitude des mouvements est bonne, etc. Autre cas, une personne âgée de 38 ans qui a glissé en tombant avec les enfants. Je ne dis plus si c'est lui ou elle. J'ai eu une douleur à la cheville, il est allé à l'hôpital local. Vous pouvez voir la malléole postérieure, vous pouvez voir le signe du croissant ici. Vous pouvez voir la pointe ici. Et vous pouvez voir que le péroné est également cassé. Nous avons donc attendu, nous sommes allés sur le site et aux urgences. Ils ont essayé de réduire la fracture. Finalement, on a réussi à la réduire pour ne pas avoir à poser un fixateur. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un fragment impacté dans l'articulation. C'est un peu comme une fracture en forme de ligne P. Vous pouvez voir la taille du repas comminué. Vous pouvez voir la malléole postérieure médiale et latérale et un morceau de poinçon d'impaction. Et voici la flèche sur la vue axiale. Il s'agit d'un type 2 car il y a 2 pièces et une pièce. Je l'aborde donc par voie postéromédiale parce qu'il y a plus d'action au niveau médial. Et c'est entre le FHL, flexor hallucis et l'Achille. Et voici le portail. Il s'agit de différents schémas qui vous montrent comment les aborder. Voici l'incision latérale postérieure. L'incision médiane postérieure. Celle-ci est un peu risquée, mais vous devez être prudent dans votre dissection. Vous devez connaître votre anatomie transversale. Voici les différents portails, comment nous procédons. Il s'agit d'un excellent article de synthèse publié dans le Journal of Trauma. Je pense que tous les internes devraient le consulter. Voici votre latéral postérieur que je vous ai montré dans le premier cas. Et entre les périnées et le fléchisseur. Voici le médial postérieur entre le faisceau neurovasculaire et le FHL. Et ceci vous montre les différentes fenêtres. Voici la fenêtre latérale postérieure, la fenêtre médiale postérieure. Vous obtenez une bonne exposition du tibia postérieur. C'est une opération amusante, mais il faut la faire en position couchée. Voici un exemple d'incision médiane postérieure pour la mise en place d'une plaque, car la fracture était médiane. Voici le cas que je viens de vous montrer. Voici le FHL, c'est un gros morceau de viande. Bif vers le talon. Le faisceau neurovasculaire est ici, et voici un site de fracture que je nettoie. Voici l'approche médiane postérieure. Le patient est à l'envers. Plus tard, je suis passé à l'approche latérale. Voici mes 2 incisions après la fixation, médiale latérale et ma fixation. J'ai une plaque en T, j'ai une plaque de neutralisation ici et une plaque accrochée ici pour la malléole médiale. Suivi à 18 mois, bonne amplitude de mouvement. Autre chose, il y a de la glace à Chicago en hiver, on ne la voit pas et les gens tombent. On l'appelle la glace noire. Voici un pylône postérieur. Vous pouvez voir qu'il s'agit de 2 pièces. Et nous fixons d'abord la pièce postérieure, puis l'aspect latéral.
Ensuite, je place une plaque de renfort au niveau médial. Il n'y a pas de fixation syndesmotique. Bonne amplitude de mouvement, excellent aspect. Radiographie est suivie à 6 mois. Il marche assez bien sans chaussures, donc pas de Liebeck. Un autre élargissement marqué de l'articulation. Il ne s'agit pas d'un os, il s'agit d'un plâtre de la salle d'urgence. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un os, et vous pouvez voir les chevilles disloquées. Il y avait une fracture haute du péroné, une fracture du mésonu, mais aussi un pylône. Nous avons essayé de la réduire. Voici mon scanner. Vous pouvez voir qu'il y a 2 morceaux à l'arrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu la réduire. Il a attendu une dizaine de jours, est revenu et a posé une plaque en T dans le dos. Une plaque accrochée ici et des vis syndesmiques. Ici. Il s'agit d'une blessure par rotation, mais elle est commutée au niveau proximal. Si l'on mettait des sutures, on perdrait de la longueur. Il faut maintenir la longueur. Vous pouvez voir l'amplitude du mouvement. Et ainsi de suite. Blessure au toboggan, une luge. Il s'agit d'un modèle différent, il s'agit d'un pilon plus antérieur. Vous pouvez voir que le malleus médial fait partie de l'extrémité de l'articulation. Il y a aussi un chipotelet antérieur. Le scanner me dit d'aller sur antérieur. J'utilise donc une approche antérieure. Certains pratiquent une approche médiane antérieure. J'ai enlevé un corps lâche. Et j'utilise une plaque médiale, une plaque fibulaire. Et je pose une agrafe syndesmonique. Certaines personnes utilisent une vis. J'utilise parfois des agrafes pour maintenir la syndesmose. Suivi à 7 mois. Bonne amplitude de mouvement. Les fractures sont guéries. Un autre est tombé d'une échelle. Il s'agit d'un pilon antérieur. C'est donc le côté de la compression. Il faut donc placer la plaque en avant. C'est une question de bon sens. Voici votre scanner. Vous pouvez voir une fracture de la malléole médiale et une fracture de la malléole antérieure. Il y a une blessure par impaction de colorant. Vous voyez le morceau d'os ici. Nous avons fait cette approche extensible. J'utilise une incision verticale, plus ou moins. Voici l'article dont je vous ai parlé précédemment. Journal of Trauma. Ensuite, accrochez-le, faites l'approche antérieure. Entrez là-dedans et nettoyez l'articulation. Remettez les morceaux en place et faites une greffe osseuse sur le défaut en haut. Il s'agissait de morceaux d'os et de cartilage morts que nous avons enlevés et jetés. Fixation temporaire avec la plaque antérieure. Voici à quoi ressemble l'articulation vue d'en bas. Ce n'est pas très bien, mais on a aligné la grande plaque. Et ensuite, l'incision médiale séparée. Pour la malléole médiale. J'ai obtenu un bon résultat fonctionnel. Maintenant, je pense que ceci va vous intéresser davantage. Solizarov a été l'une des plus grandes contributions à l'orthopédie de ces 50 dernières années, venant d'un chirurgien général de Sibérie. Je l'ai rencontré dans les années 70. Une personne intéressante, un génie. Ces fractures graves qui vont dans la tige et les blessures par usure sont probablement mieux traitées avec l'Elizarov. Et c'est quelque chose que vous devriez, j'en suis sûr, savoir faire et voir souvent. Nous ne le faisons plus autant dans ce pays, mais c'est une procédure merveilleuse. Il faut connaître l'anatomie transversale. Nous utilisons les techniques à clapet, les techniques percutanées, et nous incorporons généralement le pied. Voici un cas que j'ai traité il y a une vingtaine d'années. Fracture de trajet, j'allais l'ouvrir, la peau n'était pas bonne, je l'ai mis dans un cadre, j'ai utilisé des techniques de réduction indirecte, beaucoup de fils de K, beaucoup de pinces, beaucoup de fils d'olive. Et vous placez beaucoup de vos broches sur en ligne avec la crête tibiale. Vous ne voulez pas être dans les faisceaux neurovasculaires. Il faut donc connaître l'anatomie de la coupe transversale. 10 ans plus tard, le patient souffre d'une légère arthrite, mais il n'a toujours pas subi de fusion ou de cheville artificielle depuis 20 ans, et il se porte bien. Il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Les patients ne les aiment pas. Vous pouvez avoir de petits problèmes et accéder au site des broches, et ainsi de suite. Voici une patiente qui s'est blessée en jouant au hockey sur glace. Elle jouait au hockey. C'est comme le football, mais sur glace. Et elle est arrivée aux urgences avec une fracture du pilon, l'une des pires que j'ai eues ces dernières années. Un chirurgien de la colonne vertébrale lui a posé ceci. Vous pouvez voir les radios avec le. Elle est assez bien réduite, avec un gros morceau postérieur et une commutation marquée latéralement. Voici un scanner dans le cadre. Il vous donne une idée de ce que vous devez faire.
J'ai donc commencé par... Et j'ai passé un scanner. Vous pouvez voir la malléole médiale, l'articulation antérieure, le chaput antérolatéral, le péroné, l'insertion et le fragment latéral postérieur. C'était donc mon fragment constant. J'ai donc commencé par l'arrière. J'ai utilisé un Chandler comme un chausse-pied. Et j'ai remis la pièce en place. Il y a un fil à l'intérieur. J'ai joué avec. J'ai fixé le péroné. Puis j'ai retourné la patiente comme un shish kebab et je suis allé dans le dos. Il y a le muscle fléchisseur, le muscle péronnier. J'ai nettoyé l'articulation aussi de l'avant et ensuite j'ai mis une plaque. Je n'ai jamais mis autant de vis et de plaques à un patient de toute ma vie. Le pansement de Jones est volumineux. La voici. Bien alignée. Elle a environ 6 ans de recul. A une flexion plantaire restreinte. Je préfère avoir une flexion plantaire restreinte qu'une dorsiflexion. Elle marche bien avec les chaussures. Elle joue encore au hockey sur. Et c'est un suivi de 3 ans. Elle peut à nouveau marcher pour vous. Vous êtes trop rapide. Ok. Je vais vous montrer un autre cas. C'est intéressant si vous êtes d'accord. C'est quelque chose de très important quand on a une comminution sévère. Il s'agit d'une femme souffrant de neuropathie alcoolique qui a eu une fracture du pylône, traitée comme ceci. Elle s'est effondrée. Charcot s'est effondré. Je l'ai revu après cela et j'ai posé une tige dans l'autre jambe. Il y a 2 ans, un de mes amis l'a vue pour une simple fracture de la cheville. Il l'a mise dans une botte, l'a laissée se débrouiller. Il lui a mis une botte, l'a laissée porter son poids. Elle m'a vu 8 jours plus tard. J'ai fait une radiographie d'effort et j'ai constaté qu'elle avait une fracture du pylône. J'ai fait un scanner. La fracture s'est aggravée. Le scanner montre qu'elle a maintenant une fracture du pylône antérieur et postérieur. Sachant ce qui lui était arrivé avec l'autre cheville, je ne voulais pas tomber dans ce piège. Je devais faire quelque chose de différent. Je pouvais utiliser Elisarov. Mais chez un patient neuropathique souffrant d'une mauvaise fracture de la cheville, la technique la plus simple, et je pense la meilleure, consiste à placer une tige dans la jambe comme bracelet interne. Je ne peux pas réparer ça. Je ne sais pas qui pourrait le faire et faire du bon travail. Il s'agit d'un article paru dans Foot and Ankle International il y a 2 ans sur des patients diabétiques. Je crois qu'il y avait 18 personnes à qui on a posé une écharde temporaire. Regardez la fracture ici. Je me fiche de savoir si vous êtes bon. Vous ne pouvez pas réparer ça. Vous mettez la tige. C'est une attelle interne. C'est ce que j'ai fait ici. Ça a pris 40 minutes. J'ai mis une vis dans son péroné. J'ai mis la tige dans le bas de sa jambe. J'ai bloqué le clou. On utilise des ongles courts et longs sur ces patients neuropathiques, les patients. Et tout est à la bonne longueur. Et elle est allée de l'avant et a guéri. Elle a fini par guérir. J'ai enlevé une des vis pour qu'elle puisse la comprimer, mais elle n'avait pas besoin du mouvement. Et si la tige la gênait, je l'enlèverais. C'est un suivi de 7 semaines. Dernière chose, ce garçon est venu à mon bureau lundi. Il était au Mexique. Il s'est cassé la cheville en faisant du vélo et on lui a mis un plâtre, sans jamais le réduire. Et maintenant, la semaine prochaine, je vais faire ça. J'ai une cheville qui s'est disloquée dans le dos. Il a 17 ans. Le plus simple serait de faire une fusion, mais je veux lui donner une chance. Je vais faire une ostéotomie du péroné. Je vais faire une ostéotomie ici. Je vais passer en position postérieure. Je vais remettre l'astragale dans la mortaise de la cheville. Voici le scanner. Vous pouvez voir la fracture. Ici. Et je vais essayer de la réduire. Je vais d'abord essayer cela avant de faire une fusion. J'ai donc beaucoup de choses à faire. J'ai pris beaucoup de temps et j'ai beaucoup parlé. Mais ce qui compte, c'est de prendre son temps, d'être critique envers soi-même. De mettre en scène ces choses de mauvaise fracture. Attendez environ 2 semaines pour le faire. Ayez un plan. Où allez-vous aller? Où allez-vous conduire votre voiture? Comment allez-vous vous y rendre? Ayez un plan. C'est ça le scanner. Si vous pouvez faire un scanner et que le côté est comprimé vers le bas, vous devez avoir la plaque de renfort. S'il s'agit d'une blessure en varus, il faut poser un contrefort médial. S'il s'agit d'une lésion latérale, d'une lésion en valgus, il faut une plaque latérale. Celle-ci présentait les deux. Il y a beaucoup de complications. Il faut éviter l'amputation, l'ostéomyélite, et si l'on fait du bon travail, l'arthrite. On peut toujours procéder à une fusion. On peut toujours procéder à une arthrodèse totale de la cheville. Mais ce sont des blessures dévastatrices qui peuvent vraiment affecter la vie de quelqu'un. Une anthropologue du nom de Margaret Mead a déclaré que le premier signe de civilisation dans une culture est l'entraide. Le seul point positif du Covid est que les gens apprennent à s'entraider dans notre pays et dans tous les autres pays. Mais c'est en aidant quelqu'un à traverser une période difficile que la civilisation commence. Et si nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres, nous ne pouvons rien faire.
Elle a trouvé une personne dont le fémur était cassé et qui était guéri. Dans le règne animal, si vous vous cassez la jambe, vous êtes mort, vous êtes fini, vous allez vous faire dévorer. Il faut espérer que notre société a évolué et que nous pouvons aider les personnes qui ont subi de graves blessures. Merci beaucoup.